tac. Normalement, c'est bon. Vous allez voir un peu l'écran bouger un petit peu de droite à gauche, c'est normal parce que je switch d'un bureau à un autre sur mon ordinateur. Mais logiquement, vous devriez toujours voir la présentation. Donc si jamais il y a un souci entre-temps, n'hésitez pas à me le signaler. Déjà, merci beaucoup pour votre présence, pour ce premier webinaire de la petite série de webinaires qu'on propose, qui va concerner aujourd'hui la compréhension de ce qu'on appelle l'écosystème. Donc on va pouvoir détailler tout ça un petit peu au fur et à mesure de la présentation. Donc en l'occurrence, on a prévu dans un premier temps une série de 3 webinaires qui retracent un petit peu les étapes clés de la phase d'investigation. Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur le mode startup d'État, en fait c'est toute la recherche un peu préliminaire avant de se lancer dans la conception et la construction d'un produit ou d'un service. Je reste vague en ne parlant pas de produits ou de services numériques pour l'instant, mais que ça s'applique en fait à tout type de sujet, qu'il soit numérique ou non numérique. Et en l'occurrence, on va commencer donc par la partie donc compréhension de l'écosystème. La semaine prochaine, il y aura un webinaire animé par Paloma et moi-même concernant l'écoute et l'observation des utilisateurs. Et début février, on en aura un troisième qui traitera de la mesure d'impact. Comment faire pour justement formuler et mesurer ce fameux impact dont on parle assez souvent. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, le webinaire va être animé par Yoann et moi-même. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc moi je suis Audrey Tellem, je suis UX designer depuis 2 ans au sein de la DTNUM, et notamment au sein de la sous-direction de l'innovation et de la donnée. Et mon travail, c'est de faire en sorte que les services et les produits numériques qui sortent en fait de la DTNUM répondent aux besoins de leurs utilisateurs finaux, donc les personnes qui vont les avoir entre les mains une fois que le produit sera sorti. Donc si je dois résumer mon travail, on peut dire que c'est à peu près ça. Yoann, je te laisse peut-être te présenter. Oui, alors Yoann Artaud, moi je suis chargé de mission innovation, également au sein de la SDID. J'appartiens au bureau d'émergence et d'accélération de l'innovation qui comprend notamment tout ce travail de facilitation des relations avec l'écosystème. Donc écosystème, on reviendra un petit peu sur cette notion, mais voilà, ça peut être à l'interministériel, à l'intérieur du ministère, ça peut être avec l'extérieur de l'écosystème interministériel. Voilà, ce sera plus clair après les les éléments qu'on va vous présenter avec Audrey. Du coup, donc pour vous parler un petit peu du plan, donc le webinaire va durer environ 1 heure, peut-être un petit peu moins si on est rapide, peut-être un petit peu plus si ça prend un peu trop de temps, dans les explications qu'on pourra vous donner. Donc le but, ça va être d'introduire un petit peu qu'est-ce que la notion d'écosystème, qu'est-ce que c'est, comment on peut définir tout ça, et ensuite on va vous donner des clés pour savoir justement comment aller à la rencontre de cet écosystème et pouvoir en tirer profit dans le cadre de votre projet. L'objectif aujourd'hui, ça va être justement, il y aura pas mal d'informations assez descendantes, avec justement un maximum de concepts clés, avec des outils en fait que vous allez pouvoir actionner par la suite. Le but, ça va être de poser vos questions au fur et à mesure en fait de la présentation. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Et l'objectif, ce sera qu'on essaie d'y répondre soit au fur et à mesure si on se rend compte qu'on a la possibilité d'y répondre sans trop déborder un petit peu sur le timing. Sinon, il y aura un temps en fait d'échange à la fin de la présentation où on pourra justement prendre un peu plus le temps de discuter s'il y a des choses à voir dans le détail. Donc en introduction, on va rappeler un petit peu la façon dont on travaille, nous, à la SDID, notamment. On essaie de s'appuyer un petit peu sur deux principes qui sont donc le mode produit et en ce qui concerne les designers et toute la phase d'investigation, toute la phase préliminaire d'investigation, conception des produits, sur un concept qu'on appelle le design thinking. Donc ça, c'est peut-être des choses auxquelles vous avez déjà été confrontés, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais l'objectif en fait de tout ça, c'est de se dire que tout ce qu'on va produire et tout ce qui va sortir en fait de la DTNUM
doit répondre en fait à un problème, un vrai problème qui aura été identifié en amont. Et l'objectif de la solution qu'on va apporter à ce problème, c'est qu'elle soit utile, qu'elle soit utilisable et qu'elle soit utilisée. Donc pour ça, on part sur trois principes. C'est que les besoins des utilisateurs sont prioritaires sur les besoins de l'administration. Tous les outils, les produits, les services, toutes les solutions au sens large qui sortent en fait de chez nous en fait doivent répondre aux utilisateurs finaux, donc les personnes qui les utiliseront au quotidien. Le deuxième principe, c'est que l'équipe travaille sans préjuger à l'avance du résultat final et n'est pilotée que par l'impact. Donc ça, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, bien souvent, quand on commence à travailler sur un sujet, on peut avoir déjà des idées qui commencent à émerger de solutions, de choses qui nous paraissent un petit peu évidentes. Mais l'objectif, c'est de re-questionner un petit peu tout ça pour toujours se dire, ok, mais quel est l'impact en fait de ce que on est en train du problème qu'on est en train de résoudre. Quel impact ça va avoir de sortir cette solution, qu'elle soit numérique ou non, sur le problème identifié en amont. Donc ça, c'est un petit peu la gymnastique mentale qui est demandée, en particulier quand on travaille en fait dans des équipes qui sont amenées à travailler sur des outils numériques à proprement dit. Donc voilà, ça on aura l'occasion peut-être d'en reparler après. Et ensuite, le mode de gestion de l'équipe repose sur la confiance, dans le sens où en fait, les équipes sont pluridisciplinaires, composées de plusieurs corps de métier. Et l'objectif, c'est que tout le monde en fait puisse participer aux échanges, aux débats et à la prise de décision. Donc c'est un peu le principe. Je vous parlais tout à l'heure du design thinking. Ça peut se schématiser de cette manière. Donc on va vraiment avoir deux grandes étapes. La phase d'investigation, où on va essayer de comprendre quel est le problème, le contexte aussi dans lequel s'inscrit le sujet, la problématique qui a été identifiée. Dans un premier temps, on va partir en phase de ce qu'on appelle la divergence, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de se nourrir d'un maximum d'informations concernant notre sujet, pour ensuite converger. Donc là, on va, une fois qu'on a synthétisé tout ça, on va essayer de trouver des orientations, des axes vers lesquels on va se diriger pour ensuite partir sur une phase de conception qui, elle, cherche à répondre à la problématique qui aura été déterminée dans la phase d'investigation. Donc, en ce qui concerne la revue de l'existant, elle se situe plutôt dès le début en fait du processus, donc dès la phase d'investigation, le point de départ. Et en fait, l'objectif, ça va être justement, et on aura l'occasion d'en reparler après, de démarrer quoi qu'il arrive avec cette revue de l'existant, en parallèle de tout ce qui concerne la recherche utilisateur, mais ça on en parlera dans le webinaire de la semaine prochaine. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet, il sera nécessaire en fait de toujours mettre à jour cette revue de l'existant et de la poursuivre au fur et à mesure. Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. En ce qui concerne la phase d'investigation à proprement dit, donc ça c'est pour vous donner un petit peu une vision sur ce que ça représente et en termes d'étapes par lesquelles il faut passer. Et entre guillemets la charge de travail qui est nécessaire en fait pour chacune de ces étapes. En ce qui concerne la revue de l'existant, on se rend compte que c'est quand même assez conséquent. Excuse-moi, juste pour bien comprendre, c'est plus le cercle est gros et plus il y a de charge de travail à prévoir sur l'étape décrite, quoi. Exactement. C'est le temps en fait qui est alloué à ces étapes et qui est nécessaire en fait justement pour pouvoir les mener à bien. Donc c'est approximatif, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et en l'occurrence, la revue de l'existant, ça demande du temps. Et pareil, on aura l'occasion d'en parler après. En ce qui concerne là les sujets qui sont accompagnés actuellement à la SDID, alors les sujets, j'entends les sujets qui sont traités sous la forme entre guillemets de start-up d'État, pour lesquels on va partir de l'investigation pour ensuite aller vers le deuxième diamant qui est la phase de conception. Donc là pour le coup on va plutôt parler de la construction en proprement dit de la solution. On a commencé en fait avec l'innovaton qui a eu lieu en novembre 2024, donc ça a posé un petit peu les premières bases. Et là, les équipes sont en train d'être accompagnées par nos équipes en fait de la SDID pour aller justement vers une première restitution qui aura lieu en mars 2024 lors du PI Planning. Voilà.
Du coup, Johan, je vais te passer la main pour ce qui concerne un Oui, petit peu la notion d'écosystème et je te laisse enchaîner. ça roule. Merci Audrey. Ok, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Alors, première remarque, écosystème, en fait, on a tous tendance à le comprendre de manière différente. Quand on est technique, on va avoir essentiellement tendance à regarder les éléments techniques. Quand on est un métier entre guillemets, agent de terrain, on va avoir tendance à regarder comment ça se passe en termes de processus et de gens autour de soi. Euh, donc en fait là, juste pour préciser un petit peu le terme, ce qu'on appelle écosystème pour nous, c'est, alors, on va prendre des termes un peu pompeux, mais un ensemble dynamique formé par différents acteurs en interaction entre eux avec l'environnement. En gros, c'est des gens, c'est du matériel, c'est des processus, c'est des modes de fonctionnement. Et tout ce petit monde agit, interagit les uns avec les autres. Et puis, bah, quand on rajoute quelque chose dedans, comme une tentative de solution, pas forcément numérique d'ailleurs, quand il y a un élément perturbateur, ben, ça a tendance à se reconfigurer, ce truc-là. Et donc, ce qui est très important, c'est d'essayer déjà de bien comprendre l'état initial de comment ça fonctionne à l'heure actuelle, ou comment ça fonctionne mal, puisqu'en général, on part d'un problème, et comment est-ce qu'on peut anticiper ce qu'on va mettre en place pour avoir un impact, c'est-à-dire une modification, quoi, un après du avant-après. Donc le but du jeu, ça va être de comprendre les choses globalement, c'est-à-dire vraiment les interactions des acteurs entre pas de se focaliser sur un seul point, par exemple que la solution, mais essayer vraiment de voir dans l'ensemble comment tout ça va pouvoir agir. Donc connaître les acteurs, bah ça va être extrêmement important. Il va y avoir, ça va avoir lieu dans la phase d'écoute utilisateur, mais enfin voilà, on va anticiper un petit peu parce que peut-être qu'il existe des choses qui se sont déjà penchées, des gens, des études qui se sont déjà penchées sur les problèmes, et il s'agit de pas réinventer la roue. Voilà. Et c'est cette compréhension globale-là qui va vous permettre en fait d'opérer des choix stratégiques décisifs pour la suite. Les choix stratégiques, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire il y a sans doute 1, 2, 3, 4 leviers à activer, mais ils ne seront pas tous de la même importance, ils vont pas tous avoir le même impact, et cette compréhension de l'écosystème, c'est ce qui va vous permettre de les hiérarchiser, c'est-à-dire de dire on va d'abord et prioritairement partir là-dessus plutôt que là-dessus. Voilà. Alors, la posture pour essayer de se mettre dans de bonnes dispositions de l'existant. Donc ça, c'est un petit peu comme les préconisations du médecin. Il n'y a vraiment rien de très surprenant, une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir, etc. Mais là, c'est quand même important de rappeler quelques points de repère. Le premier, c'est déjà de penser aux problèmes de politique publique, c'est-à-dire en fait de penser à qu'est-ce qui se passe, puisqu'on est un service public, puisqu'on mène une action publique. L'intra, il est dans cet écosystème-là qui est le problème qui est posé à l'origine, c'est un problème de politique publique. C'est pas un problème technique uniquement. Et donc, il est important de creuser vraiment la racine du problème et pas seulement la solution qu'on pourrait mettre en place pour l'améliorer. Vous remarquerez que la solution est entre guillemets. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, quand on parle de solution, en fait, on pense à un dispositif d'action. C'est-à-dire, c'est des gens, une organisation, des modes de fonctionnement et effectivement, parfois, des solutions techniques qui sont peut-être numériques, mais pas que. Une autre préconisation, on va dire, de bonne posture, c'est de confronter régulièrement sa perception et ses hypothèses, non seulement à l'historique de ce qui a déjà été tenté, mais aussi à la perception en fait de tous ceux qui sont impliqués sur le terrain. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous va avoir la réponse à tout ou à tout expérimenter, mais en tout cas que sa perception et son expérience comptent dans ce que vous allez proposer. Donc voilà. Après, on vous suggère forcément de prendre le temps de bien préparer la collecte des éléments, d'écouter suffisamment de personnes, d'impliquer les différentes parties prenantes. Parties prenantes, c'est les gens qui vont intervenir dans le dispositif d'action publique au sens large, de prendre des notes, parce que très rapidement, on suit des pistes et puis on a tendance à se perdre. Donc ça, on vous proposera quelques petits templates pour arriver à s'y retrouver. Et de temps en temps aussi, de prendre du recul, de faire un pas de côté, c'est-à-dire que quand on pense avoir identifié une bonne solution, on a envie de foncer tête baissée, eh bien peut-être que c'est le bon moment justement pour confronter sa perception ou ses intuitions avec d'autres personnes et d'autres parties prenantes. Voilà, c'est ce qu'on entend par là, par prendre du recul. Mais parfois savoir s'arrêter, tout court.
Alors, tout ça, c'est bien gentil. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Là, on n'a pas prétention à vous fournir des réponses universelles, hein. C'est simplement ce qu'on va vous livrer, c'est simplement quelques éléments clés, quelques points de repère pour arriver à mettre tout ça en cohérence dans une démarche. Mais en aucun cas, voilà, vous aurez à passer impérativement par tous ces impératifs-là. Audrey, tu voulais en dire un mot sur ces principes-là ou c'était moi qui parlais là-dessus? Je me souviens plus. Si tu veux, je peux en parler. Allez, je te laisse la main. Alors, si on doit, s'il y a vraiment trois choses que vous devez, entre guillemets, garder de ce webinaire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons d'aborder un même problème, mais du coup, il y a toujours trois grands principes qui s'appliquent. Il faut toujours aller, donc, premièrement, rencontrer et écouter les acteurs du domaine. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, il y a des gens, probablement, très probablement d'ailleurs, qui ont déjà adressé des problèmes similaires. Donc on parle beaucoup de problèmes, mais je rappelle, hein, c'est le problème de départ, la problématique qui a été identifiée, qui du coup va déterminer la solution qu'on va apporter à ce problème. C'est ce Et qui en vous fait, donne le pourquoi de la démarche. c'est ça. Et le comment, c'est justement la solution qu'on propose derrière, qu'elle soit numérique, non numérique, etc. Il y a déjà des personnes, très probablement, qui ont adressé des problèmes similaires à votre problème de départ, que ce soit partiellement ou exactement sous sur le même angle, etc. Il y a déjà des choses qui ont été testées. Il y a déjà des choses en fait qui potentiellement existent, que ce soit au sein même du ministère de l'Intérieur, ou alors à l'interministériel, ou alors même à l'extérieur de l'écosystème public, dans le privé. L'objectif, c'est de trouver, en fait, donc ça c'est toute une démarche de recherche, en fait, c'est de trouver, en fait, ces personnes, de les identifier et ensuite pouvoir échanger ou se servir de leurs travaux pour pouvoir justement se nourrir, en fait, de toute une documentation. Alors quand j'ai documentation, c'est pas forcément des documents papier, hein, mais c'est toute une base de connaissances, en fait, qui existe sur votre sujet. Et l'objectif, ça va être justement de se dire, est-ce que ces solutions sont pertinentes dans le cadre de votre contexte, du contexte de votre problématique, et est-ce que c'est transposable en fait à votre problème? Donc ça, c'est un petit peu vraiment le premier bloc vraiment fondateur de votre démarche. C'est ça. Et ensuite, ces personnes-là, est-ce que dans la mesure du possible, est-ce qu'elles sont prêtes potentiellement à s'engager avec vous, que ce soit pour apporter un regard, une contribution ou mettre à disposition des ressources. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'explorer au sens large. Donc comme je vous le disais, il va falloir que vous pensiez à des personnes, des acteurs, d'une façon globale, parce que je dis des personnes, mais des acteurs en fait, d'une façon plus large, qui vont vous permettre d'explorer les aspects non technologiques. Et on insiste là-dessus parce qu'effectivement, n'importe quel outil numérique, quel qu'il soit, évolue en fait dans un écosystème. Il n'évolue pas tout seul. C'est-à-dire que si demain vous voulez répondre à une problématique avec un outil numérique, il va falloir penser à ce qu'il y a autour. Il va falloir penser au process, il va falloir penser potentiellement à la formation, il va falloir penser au SAV de cet outil numérique, etc. Les foires aux questions, enfin bref, c'est plein de choses en fait qui gravitent autour de cet outil numérique. Et ça, c'est ce qu'on entend par justement. Effectivement, tout un système de responsabilité le jour où la solution est mise en place, qui fait quoi autour de cet écosystème Exactement. socio-technique. L'outil numérique ne vit pas tout seul, en fait. Il y a forcément des personnes autour qui gravitent autour de cet outil et des choses non tangibles aussi qui gravitent autour de cet outil. Des décisions, des politiques, etc. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'un dispositif, ça peut inclure des solutions numériques innovantes, mais ça ne se réduit pas qu'à ça. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à garder en tête. Ensuite, troisième chose, c'est qu'il faut organiser vos recherches. Et on peut très vite se perdre
quand on commence un petit peu à creuser un petit peu partout. Et du coup, la démarche, on va plutôt vous conseiller donc de commencer un petit peu par le cercle le plus proche de vous et ensuite de l'élargir. Donc, en l'occurrence, là, on est au ministère de l'Intérieur. Donc, en interne au ministère de l'Intérieur, il y a des acteurs, en fait, qui ont des contextes similaires, des cas d'usage. On parle souvent de cas d'usage, des solutions similaires. Donc, déjà, c'est des personnes que vous pouvez aller interroger. Ensuite, à l'interministériel, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, après, à l'extérieur, plutôt dans l'écosystème privé, que ce soit en France ou même au niveau de l'Europe. Donc ça, pareil, on va avoir l'occasion de le détailler par la suite. Donc ça, c'est vraiment les 3 principes clés à retenir. Johan, je te repasse là. Oui. Alors, tu peux passer au slide suivant. Donc la première étape, en fait, c'est de comprendre le problème. C'est donc le problème, c'est celui qui a été identifié, enfin l'hypothèse de problème, c'est celle qui normalement est le point de départ de toute la démarche, en fait, de toute la démarche d'innovation. Et c'est là-dessus, en fait, que vous allez en fait vous engager, puisque toute démarche est sponsorisée, au moins pour réserver du temps à l'intra qui incarne cette démarche, qui incarne le problème sur le terrain. Et c'est donc, c'est ça la source de légitimité. Donc ça va être le fil rouge de l'investigation, puisque c'est à ce sponsor et à travers cet intra qu'il va falloir rendre des comptes, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce qui est en place à l'heure actuelle, vérifier ou non les hypothèses, et ensuite permettre que vos recherches de connaissances, d'expériences, de retours, etc., enrichissent cette perception. Donc là, un point de départ, enfin une préconisation qu'on a au départ, mais en général, je crois que c'est vous êtes accompagné par vos UX ou vos coachs sur ce point-là, c'est de bien penser à formuler le problème par en tant que, avec la catégorie d'utilisateurs qui rencontrent le problème, je rencontre tel irritant, telle conséquence, etc., et dont la cause est voilà, votre hypothèse, l'hypothèse d'origine du problème. Tu peux passer au slide suivant, André. Et donc, l'idée, c'est de se dire, souvent, en fait, on se rend compte que la formulation de ce problème, elle est, comment dire, on a tendance à le formuler dans des termes qui peuvent parfois sembler vagues à des personnes qui ne rencontrent pas le problème, qui n'expérimentent pas ce problème. Et par conséquent, pour essayer de le rendre cette description la plus objective possible, l'idée, là, dans cette première étape, ça va être d'essayer de faire un schéma pour matérialiser le problème. Le matérialiser, ça veut tout simplement dire, on va représenter les acteurs. Partie prenante, ça peut être des organisations. Hein, les acteurs, comme disait Audrey, c'est au sens large, donc ça peut être des personnes physiques ou morales, ainsi que leur rôle. Ça peut être aussi les équipements et les matériels clés qui vont aller derrière. Donc dans la bureautique, ça peut être tout simplement l'ordi, mais ça peut être le téléphone, ça peut être, les formulaires, si on parle de formulaire papier. Et ensuite, tout l'ensemble des composants techniques lorsqu'ils ont une importance, lorsque c'est important de le détailler. Et ensuite, le but, c'est d'arriver à se faire un petit schéma qui représente ensuite toutes les interactions en fait de ces différents nœuds, on va dire, d'essayer de représenter une espèce de système en fait, un réseau d'interactions qui permet de rendre tangible l'illustration du problème. Et ça va être comme une espèce de carte en fait qui va vous permettre ensuite d'aller discuter avec d'autres personnes qui ont déjà des expériences sur quelques points de ce réseau, quelques points de cet écosystème. Un exemple, donc ça peut être par exemple un processus. Là, on a essayé d'illustrer, on va peut-être pas trop s'étendre dessus pour des questions évidentes de timing, mais on vous laissera bien évidemment les supports pour pouvoir vous approfondir et ensuite vérifier si vous le souhaitez d'ailleurs. Donc, le problème, il peut être représenté par un processus, donc des étapes, avec des acteurs qui interviennent à chaque étape. Deuxième exemple, ça peut être une plateforme. Si ça, c'est l'écosystème qui est déjà, entre guillemets, formalisé à l'intérieur d'un système technique.
Donc là, ben, ça peut être tel appel va devenir telle alerte qui va ensuite être traitée par tel acteur à travers tel autre système technique. Tu peux passer au schéma suivant, ou ça peut être un schéma fonctionnel. Alors celui-ci, il a l'air éminemment compliqué, mais vous vous rendez compte qu'en fait, là-dedans, on a à la fois des groupes, que sont par exemple le groupe social, réseau de sociabilité, on a à la fois des agriculteurs, des représentations sociales, etc. Et tout ça interagit, on va dire, toutes ces choses, toutes ces entités interagissent les unes sur les autres. Elles ne sont pas toutes de même importance, mais elles permettent en fait de mettre des mots sur une situation qui est très complexe. Et par la suite, en échangeant avec différents acteurs, vous aurez la possibilité, par exemple, d'identifier, en fait, le problème, il se situe au niveau de l'échange entre, j'en sais rien moi, l'agriculteur et sa représentation syndicale, hein, en plein milieu, quoi. Voilà. En fait, voilà. Donc après, quelques petits conseils. Donc le schéma, il doit être annoté pour positionner, bien évidemment, où se situent les irritants, les enjeux clés, les verrous. Donc ça, c'est ce qu'on disait pour vérifier les hypothèses de problème du départ. C'est une clé pour vous permettre d'échanger avec les différents acteurs. Et ce truc-là, en fait, il doit évoluer au fur et à mesure en fait, des échanges, quoi. La première perception que vous avez ne sera probablement pas la bonne, et c'est tant mieux. Ça doit évoluer. Voilà, donc ça c'est la première étape, le premier pilier qu'on vous préconise, c'est-à-dire concernant la représentation du problème. Est-ce que sur ce premier pilier, vous avez d'ores et déjà des questions? Pas de questions? Donc soit on a super bien expliqué, soit on a très mal expliqué. Il n'y a que deux possibilités. Il y a des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on les traitera en fin de webinaire. Voilà, si ça vous vient, et puis bon, certaines questions probablement vous viendront à l'usage, quoi. Alors, deuxième pilier, comment on identifie des solutions existantes? Donc ça, c'est ce qu'on appelle soit un benchmark si on est plutôt dans le domaine commercial, soit un état de l'art si on se situe dans un domaine plutôt scientifique. Alors dans cette partie, ce qu'on va vous donner comme clé, c'est quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour aller à la rencontre de porteurs d'initiatives, de projets, de produits, de programmes émergents ou existants. Une fois que vous avez modélisé l'écosystème, voilà, dans cet écosystème, tout le monde ne subit pas forcément. Il y a peut-être des gens qui auront pu dégager un petit peu de temps pour approfondir la perception d'un irritant ou d'un enjeu. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller rencontrer. Comme on le disait au début, la solution, elle peut inclure des briques technologiques, pas forcément numériques, mais voilà, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'identifier les leviers qui vont vous permettre en fait d'améliorer, on va dire, l'état de l'écosystème, c'est-à-dire d'améliorer l'état du problème. Et ces leviers, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être méthodologique, on peut avoir des nouvelles approches, des nouvelles méthodes, un nouveau traitement du problème. Ça peut être législatif. Votre cadre de normes, il a évolué. Votre réglementation, c'est plus la même. Vous avez peut-être justement des dispositifs de politique publique qui ont été mis en place, ou des nouvelles dispositions législatives, et peut-être que ça va constituer un levier. Ça peut être organisationnel. Peut-être que le modèle de responsabilité du dispositif auparavant, il était mal fichu, ou le process n'était pas clair, ou les rôles étaient mal définis. À ce moment-là, il y a des axes d'amélioration au point de vue organisationnel. Ensuite, ça peut être des questions de cas d'usage. Peut-être que la solution existait déjà, mais qu'elle n'a pas été déployée dans un contexte ou sur un terrain qui est celui de votre problème, ou pour des finalités qui sont celles de votre problème. Mais peut-être que c'est transposable. Ensuite, ça peut être des questions de conception, c'est-à-dire il existait déjà des solutions, mais il y a peut-être de nouvelles architectures, de nouvelles façons d'intégrer, une nouvelle ergonomie, de nouveaux, on va dire, de nouvelles fonctionnalités. En général, recherche de l'existant, de ce qu'on a pu percevoir, elle a tendance essentiellement à se focaliser là-dessus. C'est un des deux leviers, mais c'est pas ça doit pas être le seul. Et enfin, un autre levier qui peut-être auquel on pense moins, c'est peut-être tout simplement de nouvelles données ou de nouvelles statistiques. Peut-être qu'en fait, il y a des choses qui ont été tentées, de nouveaux chiffres ou de nouvelles connaissances sur le problème qui se pose à vous et qui vous fait reconsidérer le problème. Peut-être que le point névralgique du problème, c'était pas celui auquel on a pensé initialement.
Ou peut-être qu'il y avait une autre cause racine, en fait. Peut-être que ce que vous percevez du problème n'est qu'une conséquence d'une cause plus profonde. Voilà. Et la dernière, brique logicielle, socle technique et infrastructure. Celle-ci, je ne m'étendrai pas dessus parce que on y pense assez naturellement. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc par où commencer? Bon, là, je ne vais pas tout vous détailler. Ça, c'est plutôt des slides qui ont vocation à, comment dire, que vous pouvez lire à tête reposée, voilà, après cet échange. Donc, les 3 personnes de référence, c'est votre coach ou le référent ministériel Betagouv, qui vous permet d'identifier en fait, les initiatives existantes ou émergentes qui ressemblent à votre problème. Votre hiérarchie, votre sponsor, puisque c'est à cette personne que vous rendez des comptes, et les contacts que vous rencontrerez. Donc ça, c'est les interlocuteurs cachés pour lesquels on va vous donner quelques bonnes pratiques pour pouvoir les identifier. Voilà. La priorité, c'est d'engager les premiers contacts. C'est pas que vous ayez la réponse à tout de suite, quoi. Voilà, c'est un fil, c'est une réflexion, c'est une démarche. Et pour garder ce fil, eh bien, avant et après les entretiens, on vous invite à alimenter un template de suivi des recherches. Voilà, pour tracer en fait les personnes, les contacts, les échanges, les questions que vous avez déjà abordées. Voilà, ce template de suivi, c'est qui avez-vous contacté quand, pour quelle interrogation, pour quel motif, qu'est-ce que vous avez appris? Ça, c'est très important de sortir d'un entretien en se disant, bon, voilà, on va passer à la réflexion, qu'est-ce qu'on en retire de cet échange et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour de prochaines actions. Voilà, tableau de recherche, bon, ça c'est un exemple, on vous laissera le consulter à tête reposée. Comment procéder? Le point de départ, c'est rechercher les initiatives existantes ou émergentes qui ressemblent ou qui sont transposables à votre problème. Donc ça, comme on l'a dit, d'abord en interne, au sein de votre organisation OMIUM, on vous donnera quelques pistes, enfin OMI, pardon, maintenant. Élargir à l'écosystème public, parce que c'est là que vous aurez le plus de billes directement actionnables. Et enfin, à l'extérieur, parce que peut-être que des entreprises, des startups, des laboratoires ou des universités ont mené des travaux ou tenté des choses à une échelle plus large que la vôtre à l'heure actuelle. Et donc, ce sera important de capter leur retour. Et enfin, donc, deuxième point, comprendre les sujets et les solutions sous-jacentes. Ça, c'est une fois que vous avez identifié les personnes ou les initiatives, d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension du sujet, des problèmes, et puis voilà. Et enfin, seulement en troisième, d'analyser la pertinence des solutions qui ont été mises en place. Solutions entre guillemets, pour toutes les raisons qu'on vous a exposées précédemment. Voilà, ça c'est donc que demander, parce que peut-être que quand vous vous présenterez à votre interlocuteur, les questions ne seront pas forcément naturelles, ou vous en oublierez certaines. Donc ce qu'on vous incite fortement à faire, c'est de préparer ces entretiens, quoi. Voilà. Donc de penser à la situation du problème, le contexte, les cas d'usage, l'angle sous lequel il a été abordé. Donc ça, c'est pour identifier les différents leviers dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça a été traité sous un angle technologique, sous un angle organisationnel, réglementaire, méthodo? Voilà, d'identifier les irritants et les enjeux. Est-ce que c'est les mêmes que les vôtres? La nature des leviers mobilisés, les expérimentations qui ont été faites, les partenaires qu'il a fallu aller chercher, les avis qu'ils en retirent. Ça, c'est très important, parce que peut-être aussi que vous pourrez aller chercher, par exemple, les partenaires industriels de personnes, enfin sur l'axe solution, vous pourrez peut-être être amené à échanger avec des partenaires industriels, donc des sous-traitants, ou etc., ou des fournisseurs de solutions. Et là, ce sera très important de capter l'avis en fait de la personne des personnes qui ont mobilisé leurs solutions pour avoir leur retour, quoi. Et enfin, de leur demander quelles seraient les recommandations qu'ils pourraient vous faire, on va dire, nourris par leur expérience de recherche et de démarche qui seront similaires à la vôtre. Voilà. Donc ça, on vous laissera consulter à tête reposée, évidemment, parce que là, on ne va pas tout détailler ici. Ouais, non, là, il n'y a rien de spécial à dire, c'est vraiment, on vous laisse consulter tranquillement à tête reposée. Ça, c'est préparer l'action, analyser la pertinence des solutions existantes. Donc là, vraiment, on arrive à l'axe solution.
Ce qui est très important, ce qu'on a dit, c'est d'avoir des premiers retours. Le deuxième point, c'est de vous forger un avis. Et le troisième, ce sera d'avoir des recommandations de qu'est-ce qu'on fait par la suite, quoi. Donc là, on vous a dressé une petite liste de questions à se poser pour savoir un peu comment analyser, comment vous forger un avis en fait sur les différents leviers ou les solutions existantes que vous rencontrerez à travers vos les différents interlocuteurs avec lesquels vous échangerez. Alors, on va pas détailler non plus, parce que je vois qu'il reste qu'un quart d'heure. Ça, c'est une suggestion de template, donc de partir de la solution, d'essayer de voir à quelle partie du problème ou à quel irritant elle répond. Encore une fois, ce qui est important, c'est le petit réseau que vous aurez pu modéliser au tout départ, et donc les premiers irritants sur lesquels vous serez focalisé, l'opportunité que vous détectez par rapport à une solution. Ça, c'est très important. Peut-être que la solution n'est pas idéale, mais si c'est une belle opportunité qui est mobilisable tout de suite, ça vaut le coup de se pencher dessus. Ça, c'est une question de stratégie. L'incertitude ou le risque que vous voyez à mobiliser cette solution, c'est donc la nécessité de l'expérimenter qui est derrière, donc d'essayer de le formaliser. Et après, derrière, de pouvoir prioriser les différentes pistes que vous aurez identifiées. Ça, ce sera important pour savoir sur quoi vous vous lancez prioritairement, puisqu'en fait, on le rappelle, mais en introduction, ça a été présenté, on est désormais organisé en incrément de programme de 3 mois. Il faut donc la condition, c'est donc de pouvoir aller vite et donc de se focaliser sur ce qui est le plus important pour pouvoir faire ça. Voilà, ça c'est pour vous brosser un tableau très rapide et vous fournir quelques repères clés pour les mettre en cohérence. Est-ce que ça vous semble clair? Parce que peut-être qu'on a dit beaucoup de choses ou au contraire pas grand-chose, et peut-être que quelqu'un veut prendre la parole pour, imaginons, quelqu'un qui soit porteur d'une initiative et qui se demande comment faire le lien entre ce qu'on vient de vous présenter et l'initiative que vous accompagnez ou que vous portez actuellement. Pas de questions là-dessus? Ok. Eh ben, je te laisse la main, Audrey, pour préciser la notion de partie prenante, qui parle à tout le monde, mais qui dit probablement des choses différentes à chaque fois. C'est ça. Donc oui, depuis tout à l'heure, on vous a parlé un petit peu sous plusieurs termes, les acteurs, les parties prenantes, etc. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'une partie prenante, comment l'identifier et comment ensuite traiter avec ces parties prenantes. Donc pour le définir de façon simple, c'est en fait tous les acteurs en fait dont les intérêts seront potentiellement affectés par les activités de l'entreprise. Donc ça, on dit entreprise, mais c'est entreprise au sens large du terme, pas forcément entreprise du secteur au privé, sens etc. d'initiative et de... Exactement. Et du coup, on fait la distinction entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Donc interne, ça va être les salariés d'une société, donc nous en l'occurrence dans notre contexte les agents, et les parties prenantes externes, donc ça peut être les communautés affectées localement. C'est un exemple. Pourquoi est-ce que c'est crucial en fait d'identifier les parties prenantes? Donc ça permet de comprendre globalement, donc c'est un peu le principe aussi c'était la même chose pour l'écosystème, c'est d'avoir une vision globale de votre sujet. Ça permet justement de connaître les acteurs qui vont intervenir sur ce sujet-là et surtout de comprendre quelle est leur influence sur le sujet. Et ça va aussi permettre donc de faire des choix stratégiques pour la suite. Donc jusque-là, on est raccord entre l'écosystème de parties prenantes, c'est vraiment dans la même visée. En ce qui concerne les parties prenantes internes, donc comme on vous le disait, donc ça fait référence plutôt à tout ce qu'on va trouver nous dans notre contexte au ministère de l'Intérieur. Donc ça va être les directions métiers, les agents publics d'une façon large, les experts, les syndicats, les services spécifiques à votre sujet. En ce qui concerne les parties prenantes, il y a une petite coquille, donc c'est parties prenantes internes et parties prenantes externes. Donc là, en l'occurrence, on va parler plutôt des services à l'interministériel, donc exemple l'aide INUM.
comme on est dans le contexte là de la DINUM. D'une façon plus large, les autres ministères et les autres administrations, que ce soit des services, des directions, peu importe l'échelon entre guillemets hiérarchique dont on parle. Il va y avoir des experts d'autres ministères et d'autres administrations, donc là on parle de personnes. Et ça peut concerner aussi encore dans un domaine plus large, donc des sociétés privées, notamment des startups, les médias, enfin voilà, toutes les personnes qui potentiellement vont être amenées à traiter, personnes morales ou physiques, à traiter de votre sujet d'une façon globale. Donc du coup, on va interroger les acteurs du domaine. Donc on en a déjà parlé, donc je ne vais pas non plus trop m'étendre là-dessus, mais vous allez justement avoir à recruter ces personnes. Il y a une phase de recrutement en fait des personnes qu'on va aller interviewer. Donc ça, c'est tout ce qui est préparation des entretiens experts. C'est comme pour les entretiens utilisateurs, si vous en avez déjà entendu parler, et ça on en reparlera aussi la semaine prochaine. Vous allez interviewer des personnes pour leur poser des questions. Et bien, tout ça, il faut d'abord préparer en fait toute cette démarche de consultation. Donc, il va falloir identifier ces personnes. Donc, en ce qui concerne l'écosystème extérieur ou à l'interministériel, vous allez pouvoir vous adresser à des universités, des laboratoires, des startups, ça on vous en a déjà parlé, et des structures appuyant les partenaires publics-privés. Donc, là, vous avez des liens cliquables, vous allez les avoir en fait dans la présentation qui vous sera, le support de présentation qui vous sera envoyé. Pareil, tout ce que vous avez vu dans la présentation avec des liens en bleu, ils sont cliquables et vous allez pouvoir directement y accéder via le support de présentation. Les bonnes pratiques, Johan vous en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, c'est de s'adresser aux laboratoires publics, aux universités. Vous pouvez les contacter directement pour leur poser en fait vos questions et discuter. Ils sont plutôt volontaires pour appuyer les politiques publiques. Il y a donc les entreprises privées. On va plutôt privilégier les startups et les PME qui vont être plus enclins en fait à échanger directement avec vous. Et n'hésitez pas aussi à vous rendre à des salons, à des conférences, tout type de rassemblements ou tout type d'événements qui peuvent justement prêter à votre sujet. Donc ça va vous permettre en fait d'enrichir un petit peu votre veille d'une façon générale. Et c'est vraiment des moments privilégiés pour échanger tout ce qui est salon, etc. Là, je vois dans le lot, je citerai pas de nom, mais je vois que il y en a quand même un certain nombre qui ont participé à des salons. Vous pouvez confirmer que, enfin voilà, c'est vraiment très très facile d'aller échanger avec une grande diversité d'acteurs sur un problème donné à ce moment-là, quoi. Beaucoup plus que d'aller envoyer des mails ou prendre des numéros de téléphone ou déposer des questions dans les FAQ et nous contacter sur Internet. Ouais, vous allez gagner beaucoup de temps à contacter directement les personnes en physique, quoi. donc voilà. Ensuite, du coup, toutes ces parties prenantes, à un moment donné, il va falloir se poser pour les cartographier. Pour quelle raison? Donc, en l'occurrence, la cartographie des parties prenantes, c'est une étape qu'on essaye de faire pareil au début d'un projet. Donc, je parle de projet, mais au sens large, quand on commence à travailler sur un sujet. L'objectif, ça va être justement, une fois on va lister ces parties prenantes, et le but, ça va être de comprendre en fait leur attitude et leur motivation, et aussi éventuellement leurs craintes vis-à-vis, un, de votre sujet, et deux, de votre démarche vis-à-vis de ce sujet-là. Et ça va être important de distinguer un petit peu les deux. Le sujet et vous, votre démarche vis-à-vis de ce sujet. Donc, en ce qui concerne la cartographie des parties prenantes, c'est assez simple à réaliser pour les personnes en fait qui ont pu assister à l'Innovaton qui a eu lieu au mois de novembre. On a déjà initié ce travail de cartographie. On le continue en fait dans l'accompagnement tout au long en fait du PI planning. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très riche en enseignement parce que on se rend compte que bien souvent, quand on traite un sujet, on va identifier une problématique, on va identifier un petit peu qui sont les utilisateurs, on va réussir un petit peu à avoir une visibilité
un peu général de notre sujet, mais les enjeux, quand je dis enjeux, je parle d'enjeux entre guillemets politiques, avec des guillemets, vont avoir une grande influence sur la capacité à avancer sur un sujet et la vitesse à laquelle vous allez pouvoir avancer aussi sur le sujet. Les directions que vous allez prendre et la vitesse à laquelle vous allez prendre ces directions. On va y revenir un petit peu après. Cette cartographie, elle permet donc de mettre en évidence les partenaires, les futurs repreneurs de votre sujet, si vous êtes amené à travailler dessus sur un temps restreint et que finalement, bon, bah voilà, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément peut-être en mesure, vous n'avez pas la volonté en fait de continuer à pousser ce sujet. Et ben, il y a des gens qui, derrière vous, vont également se reposer les mêmes questions et auront potentiellement besoin en fait de repartir de travaux existants, un petit peu comme ce qu'on vous préconise de faire là sur la revue de l'existant. Et ben, à votre tour, vous allez être en capacité en fait de transmettre de la matière en fait à des personnes par la suite. Et c'est important justement de pouvoir mettre tout ça à plat, de, de, de le comment dire, que ça soit un petit peu gravé dans le marbre pour pouvoir ensuite rebondir dessus sur des travaux qui seront faits à l'avenir. Les choses importantes à retenir, les points d'attention à avoir sur la cartographie des parties prenantes, c'est que ça peut concerner donc quand on parle de parties prenantes, ça peut être une personne ou un groupe d'individus internes ou externes à l'organisation, ça on en a déjà parlé. Et en fait, la matrice, donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour les cartographies, on va y revenir juste après, ça doit être mis à jour en continu. Donc pareil, quand on vous a présenté le double diamant au départ, donc cette revue de l'existant, on l'a fait au début, mais en fait ça doit vivre tout au long de votre sujet parce que justement, plus vous allez côtoyer des personnes, plus vous allez parler avec des gens, plus vous allez vous nourrir en fait de matière, plus les choses vont changer en fait dans votre perception. Et ça, c'est important en fait de pouvoir avoir une base de départ qui va être nourrie, mise à jour régulièrement. Et à la fin en fait de votre sujet, ça servira justement à lister un petit peu tous les apprentissages que vous aurez pu avoir. Donc là, pareil, on a c'est des exemples en fait de représentation visuelle, de cartographie des parties prenantes. Donc, basé en fait sur, vous avez potentiellement plusieurs critères par lesquels vous allez pouvoir classer un petit peu vos parties prenantes. En l'occurrence, nous, on préconise dans un premier temps d'utiliser 2 grands critères qui sont l'intérêt vis-à-vis du sujet, vis-à-vis de votre démarche, et le pouvoir hiérarchique, entre autres. Pas seulement hiérarchique, mais la notion de pouvoir, ça on va y revenir après, que les parties prenantes ont vis-à-vis de votre sujet. Donc ça, ce sont des exemples. Et d'une façon générale, le but, ça va être, donc une fois que vous allez commencer à identifier des parties prenantes, ça va être de comprendre quelle est leur attitude et quel est leur engagement vis-à-vis du sujet. On va distinguer 5 typologies d'attitude. Il va y avoir, alors, tous les termes que je vais vous donner, les adjectifs, il faut bien faire attention. Ce ne sont pas des adjectifs pour qualifier les personnes qui potentiellement, les personnes physiques, hein, les individus qui seront potentiellement des parties prenantes. C'est vraiment le but, c'est pas des choses qui sont inhérentes à leur personnalité, c'est leur posture à un instant T vis-à-vis de votre sujet. On va avoir donc dans un premier temps les personnes, enfin les parties prenantes qu'on va qualifier d'inconscientes, les personnes qui connaissent pas du tout votre sujet et les impacts potentiels de votre sujet, mais qui potentiellement peuvent être impliquées à un moment donné. Il va y avoir les personnes, les parties prenantes résistantes, qui sont résistantes aux impacts du projet et qui sont résistantes d'une façon plus globale au changement. Il va y avoir les parties prenantes neutres, qui ne sont ni des supporters ni des personnes résistantes. Voilà. Il va y avoir les soutiens, qui vont supporter le projet et les impacts potentiels, et qui vont justement favoriser le changement. Et on va avoir ensuite, en dernier lieu, les ambassadeurs, qui vont supporter activement le projet et qui vont participer activement à la gestion du changement. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous rentrez dans une démarche d'innovation, dès que vous commencez à travailler sur un sujet, ça va occasionner du changement. Et c'est en fait un des aspects qui va être le plus difficile, entre guillemets, à gérer, c'est de se dire,
ce qu'on va venir creuser, chercher, ça va faire bouger des choses derrière. Et c'est en ça que justement on a besoin de s'appuyer sur des relais qui vont permettre justement d'appuyer votre démarche. Je regarde le timing, il est bientôt midi, je vais accélérer un petit peu. Donc en l'occurrence, pour cartographier ces parties prenantes, comme je vous le disais, on va utiliser 2 critères, donc le pouvoir et l'influence, et le niveau d'intérêt. Vous allez lister en fait toutes les parties prenantes auxquelles vous pensez, et ensuite il va falloir les placer un petit peu sur cette matrice. Ça, c'est fait lors d'un atelier qui en général dure 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de la complexité de votre écosystème. Plus votre sujet est grand, plus l'écosystème va être grand, et plus il va y avoir de parties prenantes en fait. Donc forcément, ça va nécessiter plus de temps. Et ensuite, une fois que ces personnes, en fait, que ces parties prenantes sont placées sur la matrice, le résultat, ça donne à peu près ça. Plus les personnes vont avoir un fort niveau d'intérêt, plus on va les qualifier de défenseurs en fait de votre sujet, voire de promoteurs, si ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de pouvoir et d'influence potentiellement sur votre sujet. Donc les défenseurs, c'est des personnes qu'il va falloir informer, il faut leur délivrer de l'information sur votre sujet, il faut essayer de connaître leur avis, vous pouvez potentiellement leur proposer un rôle d'ambassadeur. Et les promoteurs, c'est des personnes en fait, vous allez devoir carrément les consulter parce qu'ils sont vraiment, en l'occurrence, impliqués potentiellement dans votre sujet. Vous pouvez leur proposer des partenariats, ils vont co-décider avec vous. Il va y avoir un mode de gestion assez rapproché. Donc là, l'objectif, ça va être de les impliquer dans les décisions et les actions. Ensuite, si on va sur la partie gauche de la matrice, les personnes, elles vont avoir un niveau d'intérêt qui va être plutôt limité par rapport à votre sujet. Par contre, en fonction de leur niveau d'influence et le pouvoir qu'elles vont avoir sur votre sujet, du coup, elles vont avoir des postures différentes. Si leur niveau d'intérêt est assez bas et que, du coup, elles n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir et d'influence sur votre sujet, c'est ce on disait tout à l'heure, il va y avoir une posture qui va être plutôt apathique. Donc là, le but, ça va être pas forcément d'aller à la rencontre de ces personnes. On peut mettre leur information à leur disposition pour prendre un petit peu la température et surveiller, voir si leur statut va évoluer par rapport à votre sujet et votre démarche. Par contre, il faut faire très attention aux personnes qui peuvent être un risque, notamment pour le projet et pour la démarche que vous avez engagée. Et on va les qualifier plutôt de... Là, la posture, c'est plutôt une posture latente. Et là, l'objectif, ça va être d'essayer justement de satisfaire un petit peu ces personnes-là. Il faut leur délivrer de l'information de qualité. Et il faut faire en sorte d'augmenter leur niveau d'intérêt progressivement. Parce que c'est des personnes qui peuvent être un risque en fait pour votre projet. Donc ça, c'est des ateliers qu'on essaye de mener systématiquement avec tous les sujets qu'on accompagne, que ce soit en amont, si le sujet, on commence par une investigation, etc., ou même si on part déjà d'une brique technologique ou d'un POC ou d'un outil déjà existant et que on re-questionne un petit peu l'outil, ou on veut faire un état des lieux, voir un petit peu où ça en est au niveau des utilisateurs, etc. On peut, à n'importe quel moment, pareil, refaire cet exercice pour voir justement qu'est-ce qu'il en est à l'instant T. Parce que ça bouge très très vite, surtout dans notre écosystème du service public. Il y a des remaniements ministériels, il y a des gens qui changent de poste assez régulièrement. Donc c'est important de pouvoir re-questionner un petit peu tout ça régulièrement. En ce qui concerne la synthèse de la recherche, est-ce que tu veux en dire un mot, Johan, pour qu'on clôture Oui, très si t'as rapidement, 2 en minutes. fait. Ouais, Ouais. Moi, j'ai 2 minutes et après, vraiment, je vais filer. ça Mais marche. oui, pour résumer, en fait, essayer d'analyser l'existant. Nous paraît important, en fait, de bien distinguer, de se dire quel est le critère qu'on se choisit pour dire, j'ai une bonne compréhension, en fait, de l'écosystème existant. En fait, ce critère-là, c'est lorsque vous êtes capable de répondre, on va dire, avec un certain degré d'assurance, en fait, aux 3 points suivants, quoi. J'ai bien compris le problème, c'est-à-dire je l'ai schématisé, modélisé, etc. J'ai une idée claire des interactions et on va dire des nœuds de mon réseau. J'ai une idée claire des leviers et des solutions que je peux mobiliser pour pouvoir améliorer, on va dire, avoir de l'impact par rapport à cette représentation du problème. Et enfin, j'ai une idée claire
sur qui je peux compter, en fait, pour pouvoir le faire, sur qui je peux m'appuyer, quoi. C'est donc, je sais ce qu'il y a à faire, je vois comment le faire et je sais avec qui le faire. Je sais comment m'appuyer sur qui pour le faire. Voilà, c'est une façon comme une autre de le dire, mais ça me paraît bien résumé, enfin, ça me paraît résumé, en tout cas de façon fidèle, tout ce qu'on vient de vous expliquer. Super, bah, je pense que là on est quasiment arrivé au bout, donc si tu dois y aller, n'hésite pas. Donc là, juste on a refait une petite Merci à slide tous. merci Johan, avec donc une boussole pratique, donc qui résume un petit peu bah, voilà, tous les éléments qu'on a pu vous présenter et les différentes étapes un petit peu de cette démarche de revue de l'existant. Donc vous avez comme outil donc un tableau de suivi des échanges. Ensuite, vous allez avoir des templates qui vont vous permettre de schématiser le problème, une grille d'analyse des initiatives existantes et la cartographie des parties prenantes. Et ensuite, en ce qui concerne la synthèse de l'existant, pareil, on peut vous mettre à disposition des templates qui vont vous permettre un petit peu bah, de pouvoir synthétiser un petit peu, une fois que vous serez arrivé au bout d'une première phase, un petit peu de revue de l'existant, synthétiser tout le savoir que vous aurez pu collecter. Et chose très importante, la synthèse de l'existant, c'est un travail préparatoire qui est nécessaire en vue de la phase de conception qui suivra l'investigation. Donc comme je le disais, bien souvent, ça peut arriver qu'on parte d'un outil ou d'un produit existant, d'une brique technologique existante et qu'on se dise: «OK, très bien, bah, j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe en termes de besoins d'utilisateurs, en termes de cas d'usage et cetera». Donc pareil, même si ce n'est pas tout au début du double diamant, vous pouvez aussi effectuer ce travail-là et utiliser ces outils à n'importe quel moment en fait du processus, mais plus tôt vous le faites, mieux c'est. Donc là, je vais sortir un petit peu de la présentation un peu globale et des choses qui concernent un petit peu bah, n'importe qui concernant le sujet de la revue de l'existant. Là, c'est plutôt des détails un peu pratico-pratiques. Si vous travaillez actuellement sur un sujet, et notamment sur une étape de revue de l'existant, il est super important, comme on vous le disait, de noter un maximum de choses et de stocker ce qu'on appelle les données brutes. Donc, pourquoi c'est important? Déjà, qu'est-ce qu'une donnée brute? Bah, ça va être, par exemple, si vous avez interviewé des experts sur votre sujet, si vous avez eu, si on vous a fourni, par exemple, quand vous faites votre benchmark, vous avez, on vous donne, on vous liste des outils comme ça, etc. On vous donne un petit peu de l'information sur des outils. Bah, ça peut être un guide de fonctionnement de l'outil. Enfin voilà, tous les éléments en fait que vous allez récolter. Le but, ça va être de les stocker ensuite quelque part. Et ça va servir aussi à la transmission en fait du savoir quand vous allez potentiellement passer votre sujet à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un plus tard s'interroge sur une problématique qui est similaire à la vôtre et a besoin justement de faire une revue de l'existant à son tour, plus il y a de l'information, mieux c'est. Je sais qu'on a tendance bien souvent à s'envoyer des mails, les choses restent dans les boîtes mail, etc. Et puis ensuite on change de périmètre ou autre. Et c'est de la donnée, c'est de la matière en fait qui peut être rapidement perdue. Donc le but en fait, c'est que si les personnes et aussi si les personnes qui sont en charge en fait de la passation de ces entretiens, donc il peut y avoir des personnes qui vont aller à la rencontre des acteurs, etc. Ce sera peut-être pas forcément la même personne qui va faire la synthèse au sponsor ou autre. Donc c'est bien en fait d'avoir un endroit où on capitalise l'ensemble de nos données. Et du coup, ça fera gagner un temps précieux par la suite. Donc le but, alors en l'occurrence sur les sujets qu'on accompagne, nous on travaille sur donc un espace Redana comme vous le savez. Il y a un espace Redana qui est dédié à chaque startup et du coup en l'occurrence il y a une nomenclature en fait en termes de dossier qui a été créée, qui est équivalente en fait dans toutes les startups et pour tous les sujets qu'on essaie d'accompagner. Et le but, c'est que, bah, en fait, on a un dossier qui s'appelle investigation, il y a des sous-dossiers, et dans le sous-dossier revue de l'existant et le sous-dossier partie prenante, bah, vous puissiez mettre tous les éléments que vous avez récoltés dans le cadre de ces étapes-là. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur le stockage des données brutes et qui s'applique à toutes les étapes et à toutes les phases de votre sujet. Bah, le et maintenant, bah, ça va être justement bah, de pouvoir éventuellement échanger. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter avec Johan? Donc là, je me remets pour regarder un petit peu le chat. Je regarde ce qui a été mis. Hop.
Donc ça, c'était jusqu'au départ de Johan. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent, des points qui n'ont pas forcément été très clairs? Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou même ouvrir votre micro. Donc là, c'est un temps d'échange assez libre. Moi, j'ai peut-être une question, en vrai. Ouais. Alors, c'était plutôt pour avancer le travail. Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, il y a déjà des états de l'art de ce qu'on a pu faire dans les passés ou de ce qu'on fait actuellement déjà au sein de la DTNUM, dans l'aspect IA? En dehors de cette liste que nous a partagée Johan, qui était très claire de la DINUM, mais de notre part, ce qui est quelque chose. Au niveau, à l'échelle de la DTNUM? Justement, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si actuellement il y a une base documentaire qui recense uniquement tout ce qui concerne les sujets IA. Ça, on pourra se renseigner et te donner la réponse a posteriori. Mais effectivement, ce serait intéressant de voir s'il y en a une, et s'il y en a une, que nous-mêmes aussi dans notre pratique, qu'on aille l'alimenter. Parce que par rapport à tout ce qu'on peut accomplir ces derniers temps, je pense notamment au hackathon, etc. Enfin, tous les cas d'usage en fait qui ressortent un peu du terrain en phase d'investigation, je pense que ça pourrait être pertinent justement de pouvoir le partager à un plus grand nombre. Donc effectivement, ça pourrait être un point intéressant à creuser. Merci beaucoup. Et en tout cas, si ça n'existe pas, de l'initier pour que pour les prochains projets, ils ne partent pas de zéro. Ouais. C'est ça. D'où le fait justement qu'on insiste autant sur le stockage, nous, de nos propres données, parce que ça permet justement d'avoir un maximum d'informations et un maximum de matière qui soit vraiment la plus, entre guillemets, claire possible pour des gens qui ne travaillent pas à la SDID notamment. Parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble, donc il y a des choses pour lesquelles on est tous au courant, on sait, et ça transite par d'autres biais de communication, mais c'est vrai que quand on arrive sur un espace Resana et que voilà, les documents, on les trouve un petit peu comme ça à la volée, on ne sait pas forcément d'où ils viennent, d'où ils proviennent, etc. Donc c'est important que nous, on soit aussi très rigoureux sur notre façon de stocker et d'alimenter nos propres espaces Resana. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou peut-être pas forcément des questions, hein, des remarques, des choses que vous souhaiteriez ajouter? Des précisions? Ouais, moi, 2 petits trucs. Oui. Alors oui, sur le fait de ne pas préempter d'une solution numérique, j'entends bien. Je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je travaille sur une problématique d'outillage cloud. On ne va pas le faire en papier. Hein. Mais effectivement, par contre, je comprends bien qu'il ne faut pas penser que le numérique est solution à tout. Ça, c'est faux. Ouais. Ça, je suis bien d'accord. Et petite question. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, vas-y. Je m'en dirai après. Vas-y. Et petite question, est-ce que vous discutez de ce genre de choses avec d'autres sous-directions? Alors, au sein de la DTNUM en particulier ou... Principalement parce que moi je vois, je pense que certaines autres sous-directions, la nôtre aussi, hein, les autres sous-directions au sein de la DTNUM, ils gagneraient, et je sais que la communication avec les sous-directions est souvent compliquée, hein, même au niveau technique. Ouais, bien sûr. Ça m'intrigue. Après, c'est vrai que nous, niveau... alors là, je vais parler par exemple du BAOT. Et le BEAU aussi, parce que souvent on est à peu près sur les mêmes sujets, mais c'est vrai que souvent nous les sujets ils rentrent un peu par le prisme des startups d'État notamment, et pas que, hein, enfin c'est vrai que maintenant on travaille aussi, nous on a plusieurs flux d'entrée, donc ça va être les hackathons, etc. Et suite à ça, si tu veux, il va y avoir des échanges et des prises de contact qui vont se faire, et on va avoir des sous-directions, des directions qui vont venir à nous. Donc c'est vrai que par exemple, on a pu animer des ateliers ces derniers mois. On a fait un atelier avec la DEMAT, où c'était un atelier sur les parties prenantes. On les a accompagnés pendant... De base, c'était 1h30, mais leur sujet était tellement vaste que ça a pris 3 heures, presque. Et en l'occurrence, identifier les parties prenantes sur les sujets de la DEMAT, c'est énorme.
Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, on va les aider en fait ponctuellement sur des sujets. Et le but, Mm. ça va être justement qu'après, en fonction du sujet qu'ils souhaitent traiter, déjà, on va identifier, voir si nous, de notre périmètre, on a la capacité à pouvoir justement les accompagner, parce que peut-être que à la DTNUM, on va peut-être être trop restreint, peut-être que c'est un sujet qui va plutôt concerner l'interministériel. En l'occurrence, Ouais. eux, c'est un peu le cas. Et en fait, après, ça peut justement donner lieu à les faire un petit peu rentrer dans le flux. Si on se rend compte qu'effectivement, nous, on est en capacité de pouvoir leur proposer quelque chose, soit parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites à la fabrique numérique qui pourraient correspondre, tu vois, à leurs besoins, aux besoins de leurs utilisateurs, ils peuvent rentrer aussi dans notre flux comme ça. On a qui d'autre qui nous a contactés? La DLPHI aussi, pareil. On a eu des ateliers de cadrage Mm. qui ont permis de déterminer qu'effectivement, il fallait qu'on les accompagne sur un atelier sur les parties prenantes, aussi des ateliers sur tout ce qui va être recherche utilisateur, mais ça, on en parle la semaine prochaine. Donc, si tu veux, ça commence un petit peu à essaimer petit à Ouais. petit. Mais Mais c'est vrai que... ça reste globalement Ouais, des sous-directions métiers, quoi. ouais, c'est ça. Ah oui, tu vois, parler à l'ASDAN, l'ASDAS, etc., les autres directions techniques, entre guillemets, Ouais. ça reste compliqué, quoi. Ok. Pour le coup, celle avec qui on a pu le plus bosser, enfin moi je parle de mon point de vue, c'est Mm. la SDENTAT pour le coup. Ouais. Pareil, encore une fois, c'est parce que avec les startups d'État, c'est des Ouais. sujets qui concernaient un peu leur périmètre. Ouais. Donc forcément, tu vois, par Ouais, ricochet, ouais, ça nous, amène. quand on va faire la carto des parties prenantes, on sait que la SDENTAT est concernée, donc on va aller les Mm. chercher, on va leur expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et ensuite, on va se nourrir aussi on a besoin d'avoir de la matière, donc on va essayer de comprendre un petit peu, eux, quels sont leurs travaux de leur côté. Ok. Et en fait, c'est comme ça que ça crée des ponts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de systématisation, tu vois, de Mm. ça. Et je pense que l'objectif, ce serait qu'on arrive à ça, hein, très clairement. Je pense qu'on y gagnerait au-delà, tu vois, de faire transiter de la technique, etc., de l'état de l'art technique, de Ouais, l'état de l'art au niveau de l'organisation dans la gestion produit, quoi. ouais, ouais. Je pense C'est qu'effectivement, le parfois, plus il gros. gagnerait à voir que le produit peut se concevoir différemment, quoi. Quand bien même, à la Ouais. fin, c'est de la solution technique, parce que ce qu'on fait, c'est parfois technico-technique, hein, quand on gère un cloud, encore une fois. Oui, bien Un sûr. data center, c'est du numérique, c'est pas du papier, c'est pas autre chose. Et c'est comme Ouais. ça. Mais cependant, il y a des principes qui restent intéressants, je pense, et que en fait, parfois, je me demande s'ils sont au courant, s'ils ont déjà même été informés de ça. Est-ce que ça Mm. les intéresse? Bon, parfois, même si on n'est pas intéressé, ça vaut le coup de jeter une oreille, hein. Ouais. Donc, ok, voilà, c'était C'est pour juste ça ça. que là, pour le coup, même en termes de communication, donc c'est vrai que de base, l'année dernière, par exemple, tu vois, les webinaires, là, la série qu'on est en train de faire, Mm. on l'avait ouverte alors, on avait beaucoup plus de startups l'année dernière. On avait 8 ou 9 Mm. startups. Ouais. Là, on en a un petit peu moins. Et du coup, Kadia et Claire ont proposé qu'on ouvre en fait les webinaires à plus grand en fait que Mhm. la ZID et les métiers qui travaillent avec nous. Ouais. Donc là, il y a une communication qui va partir cette semaine et justement le but ce sera d'ouvrir à beaucoup plus large. Donc peut-être que justement ça va faire venir en fait des personnes dans les webinaires et qui vont justement se dire ok très bien cette démarche elle peut nous intéresser donc pourquoi pas prendre contact etc. Et Mm. ensuite que ça commence à essaimer mais c'est vraiment là le but vraiment c'est on en est encore un petit peu au stade de l'acculturation. Ouais. Je pense sur pas mal de choses et le but c'est que ça prenne et que ensuite que c'est des choses Mm. qui deviennent un petit peu que ça Ça devient vienne un petit peu des nouveaux naturellement quoi standards un tu peu, vois. hein. Ouais. Ouais c'est ça mais ça prend du temps. Ça c'est sûr. Et effectivement, toutes les grosses structures, ça peut pas. Moi, je suis le premier à vouloir que ça se fasse instantanément, claquant des doigts, mais ça ne marche pas, ça ne marchera jamais comme ça. Et c'est pas Oui, grave. bien sûr. Surtout, oui, dans le service public, c'est d'autant plus Ouais, compliqué. ouais, ouais. Ouais. Et Mm. effectivement, moi, j'en vois des réfractaires au Mais changement. c'est normal, hein. C'est normal, Oui, tu c'est vois, là, ma normal. fils, Ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas. C'est normal, même. Oui, je suis bien d'accord. mm, C'est juste que parfois, c'est embêtant parce que si j'allais expliquer aux Français comment ils dépensaient leur argent, je pense qu'il y en a 2-3 qui se mettraient en rogne. Sachant qu'à côté, on a des hôpitaux, etc., qui se pètent la gueule. Alors que nous, on oui, jette oui, de bah l'argent. oui. Et c'est là où, C'est encore une fois, on n'a pas le choix de donner nos impôts. Ça serait bien quand même de surmonter ces démons. Moi, je suis le premier à ne pas vouloir changer les choses. Bien que nous, on fait de l'innovation, on a un peu ça dans l'ADN. Mais mm. bon, quand on est confort, on est confort, hein. Personne n'a envie de quitter le confort, hein. Mais Bah, parfois, il y a la notion d'habitude. Il y a la notion ouais, d'habitude et de c'est se très dur dire à combattre, hein. C'est très, très dur. parfois par quoi je commence. Tu sais, ça semble Ouais, tellement énorme ouais, que ouais, je suis justement, c'est d'accord. dur en fait d'initier un premier pas
pour Ouais. initier le changement. Et en fait, souvent, tu vas commencer par un tout petit atelier. Nous, c'est Ouais, comme ouais. ça qu'on procède en général, c'est on va essayer d'être sur un petit atelier ou sur un petit accompagnement. Et Avec assez ensuite, de en fait, en vertige. fonction, là, tu vois, ça commence un petit peu à dégager des pistes un peu plus grandes. Ah, mais en fait, on Et, peut peut-être faire ça, puis ça, ouais. Il se ouais, dégage une continuité et pas juste une sensation de vertige à te dire, putain, mais il y a trop de trucs, c'est impossible, on pourra jamais rien faire. c'est ça, ouais. Ouais, Tu sais, parfois, il y a des sujets, ils sont tellement énormes, il y a tellement de parties prenantes ouais, clairement. que du coup, tu te dis, mais je vais jamais arriver. Et Ouais, du coup, clairement. tu te dis, c'est perdu d'avance, tu vois. Ouais, Donc, ouais, je comprends bien, Donc voilà. effectivement. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que oui, toi, tu travailles notamment sur des sujets très technico-techniques, et c'est vrai. Ouais. Et ça, en fait, même, tu vois, sur des sujets pour lesquels, enfin voilà, bon là, en l'occurrence, le cloud, oui, on peut pas faire Après, plus. je vous rejoins qu'il y a tout ce qui va autour, les process, le juridique, Voilà, le SAV, le support, et tout ça, c'est pas purement de la technique. Potentiellement, ça peut être exactement, accompagné par de la technique, mais de base, ça n'en est pas. Ça, je vous rejoins exactement. totalement. Il ne faut pas du tout Et le ça, négliger. Je pense que c'est que tu auras beaucoup plus toujours compliqué. besoin de faire, en fait. Pas forcément sur tous les aspects. Peut-être que toi, tu n'as pas forcément d'user, et encore, tu en auras sûrement, mais voir qui sont voilà, les personnes qui vont avoir la gestion du cloud entre les mains et peut-être que ça peut être tes utilisateurs finaux, entre guillemets. Mais effectivement, sur les parties prenantes, je pense que sur tous les Ouais, aspects juridiques, juridique, effectivement, tu as le SAV, tu as les chefs de projet, tu as le côté ouais, financier, tu as le côté juridique. Ah, c'est énorme, en vrai. Et ça prend beaucoup exactement. de gens qui ne sont pas. Donc, le numérique n'est pas le cœur du métier, bien que leur métier C'est tout à est fait ça. intégralement inclus en objectif numérique. Ouais, Le juridique, à la base, c'est pas fait pour faire du numérique. Effectivement, il y a un cadre juridique au ouais. numérique. Ça va être un des Ouais. aspects que eux ils vont rencontrer, mais c'est pas le. Et c'est vrai que tu vois, nous, le fait d'être à la DTNUM, forcément, on est dans un Ouais. périmètre entre guillemets restreint. Parce que notre travail, c'est de travailler sur les outils numériques. Mm. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de ne pas avoir des biais, tu vois, par rapport à ça. Ouais. Carrément, ouais. Mais c'est normal. C'est normal. Ouais, bah oui. Mais une fois que tu as ça en tête de te dire, OK, donc là, j'ai mon sujet, effectivement, j'ai des aspects numériques à prendre en compte, etc. Toujours garder une espèce de petite bulle en tête en se disant, OK, et autour de ça, qu'est-ce qu'on a, tu vois. Mm. Mais c'est une Ouais, démarche. Une gymnastique mentale, hein. C'est ouais, pas, c'est c'est pas ça. évident. Ah, mais c'est important. Mm. Bon, pas spécialement d'autres. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres remarques? Ou quelqu'un d'autre, hein, Non, moi, c'est bon de mon côté, c'était clair. Intéressant. ça marche. Du coup, on va passer à la fin. En l'occurrence, les ressources, parce qu'on vous a parlé de plein de choses. Et en fait, toute cette information-là, on a conçu des ressources pour que vous puissiez vous approprier de tout ça à tête reposée, voilà. Donc, en l'occurrence, nouveauté par rapport à l'an dernier, le guidebook. Donc, c'est de la documentation en ligne. Donc là, sur la slide, vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir y accéder directement. En fait, qui va contenir le descriptif de la démarche, en l'occurrence les phases d'investigation et de conception, avec à l'intérieur des guides méthodologiques qui sont découpés en grandes étapes et qui ne sont pas forcément présentés de façon chronologique, donc ça permet aussi de pouvoir se l'approprier à l'instant T et à l'instant où vous en êtes en fait dans votre démarche. Il y a des fiches explicatives avec des notions clés et des fiches récap. Donc là, on vous a mis une petite capture d'une des pages. En l'occurrence, vous allez pouvoir aussi trouver. Donc, on essaie de produire du contenu au BAOT. Petit coucou à Anna et Rachel, entre autres. Et notamment des vidéos, un petit peu de vulgarisation. Donc, quand vous allez pouvoir. Vous savez quoi, je vais même vous mettre le lien. Copier le lien. Hop, je vais vous mettre dans le chat, comme ça. Ah, merci Anna, tu m'as devancé. Parfait. Vous allez pouvoir aller directement dessus et vous allez pouvoir y trouver du contenu écrit, des images et éventuellement des vidéos pour que ça soit beaucoup plus digeste que les guides et que je vais vous présenter, donc les guides méthodologiques. Si vous travaillez dans des groupes de travail qu'on accompagne là actuellement au sein de la DTNUM, vous avez à votre disposition des guides méthodologiques. Donc en fait, ce sont des guides très complets et très exhaustifs avec vraiment le
tout ce qu'on vous a expliqué, mais de façon très détaillée. Donc c'est sous forme de PDF et vous pouvez les trouver dans les espaces réservés de chacune des startups. Donc vous avez ça à disposition. Et ensuite, il y a aussi les espaces de travail. Donc quand on accompagne les groupes de travail, on travaille sur des boards collaboratifs partagés. En l'occurrence, on utilise l'outil Klaxoon, sur lequel vous allez avoir justement, pareil, un petit peu toute cette documentation, mais plutôt les templates en fait, qui vont être sous forme de boards numériques, sur lesquels vous allez pouvoir travailler directement avec des post-it, etc. Donc ça vous sert de boîte à outils. Voilà, donc j'ai fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous écrire, à m'écrire à moi ou à n'importe qui à l'ASDID. Si vous avez une adresse mail de quelqu'un de l'ASDID, si ce n'est pas la mienne, je peux vous mettre la mienne d'ailleurs dans le chat. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins de précision, ou si vous avez besoin d'aide aussi, pour des ateliers, pour des choses un peu ponctuelles, voilà, on peut vous aider, et voilà. En ce qui concerne la suite, le prochain webinaire donc, sera sur l'écoute et l'observation des utilisateurs. Il aura lieu le jeudi 23 janvier. De mémoire, c'est de 16h à 17h30. Vous avez dû recevoir une invitation. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder. Et n'hésitez pas à partager autour de vous s'il y a des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Donc voilà, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, des choses à dire en clôture, n'hésitez pas. Sinon, on va peut-être se laisser pour aller déjeuner. Hop, je vous mets ma petite adresse mail dans le chat si vous avez besoin de discuter a posteriori. Merci à vous. Merci à toutes et tous pour votre participation et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour le webinaire sur l'écoute des utilisateurs. Bonne journée.